Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Valois, chers collègues, j'interviendrai sur la stratégie Nord durable, puis plus précisément sur le budget dédié à la délégation Ruralité Environnement. Force est de constater que les enjeux liés au développement durable demeurent encore une fois peu pris en compte dans ce budget primitif 2025. La stratégie Nord durable, bien que fréquemment invoquée, reste à ce jour une déclaration d'intention, bien éloignée du renforcement annoncé l'an dernier. Et si vous l'envisagez comme une stratégie transversale, elle demeure illisible dans les documents budgétaires présentés. Il est donc à craindre que le rapport de développement durable 2025, censé traduire cette stratégie, ressemble à celui de 2024. Pour mémoire, ce dernier indiquait une hausse de 1,65% des émissions brutes de carbone départementales, nous éloignant de 42% de la trajectoire vers la neutralité carbone fixée à 2040. Pourtant, notre département est particulièrement concerné par les effets du dérèglement climatique. Inondations, canicules, sécheresse ou élévation du niveau de la mer, déjà observables sur nos territoires. Selon l'Observatoire Climat Hauts-de-France, 95% des communes du Nord sont aujourd'hui exposées à ces risques. Les nordistes font également face à une pollution de l'air par les particules fines 4 fois plus élevée que la moyenne nationale, ainsi qu'à une contamination de l'eau par des polluants éternels. Le Nord est ainsi classé parmi les territoires les plus vulnérables au changement climatique. Ce sont là des risques majeurs pour la santé publique, pour notre environnement, pour notre biodiversité, et des enjeux qu'on ne peut décorréler de la politique sociale départementale. Ces impacts affectant directement les populations et donc, par ricochet, nos finances publiques. Dans ce contexte, l'adaptation de nos territoires et la préparation des habitants aux bouleversements climatiques sont des impératifs, où le département constitue un échelon stratégique de la transition écologique, dont les leviers d'action sont multiples: rénovation énergétique, préservation des espaces naturels, mobilité douce, voirie, accompagnement des communes, information et sensibilisation des habitants. Nous sommes cette année encore loin du compte dans ce budget primitif. Et non, le volontarisme ne se décrète pas. Il se traduit par des moyens et un plan d'action structuré. Vous n'apportez ici qu'en fait une réponse strictement comptable et sans ambition, bien en deçà des enjeux. Le budget 2025 de la délégation Ruralité Environnement en est l'illustration. Avec un budget de 14,2 millions d'euros sur 3,875 milliards d'euros, cette délégation représente à peine 0,36% du budget total du département. Un budget minime qui a perdu, je le rappelle, plus de 30% de son enveloppe en 4 ans et qui reste sans rattrapage cette année. Au-delà du montant, c'est aussi la ventilation interne du budget qui interpelle. Le volet environnemental est à nouveau fragilisé, avec 300 000 € de moins au profit du parc automobile, qui capte désormais 35% du budget total de la délégation, dont 20%, 3,1 millions d'euros en seuls frais de fonctionnement des véhicules. Ce sont aussi 250 000 € de moins pour les espaces naturels du Nord, en investissement et en fonctionnement. Les espaces naturels sensibles, des sites labellisés pour leur intérêt écologique et leur fragilité, ne sont même plus mentionnés dans la présentation de cette délégation. Une part de la taxe d'aménagement leur est pourtant entièrement dédiée, dans le cadre d'une gestion réglementée. Ce sont ainsi 6,2 millions d'euros cette année de recettes provenant de la taxe d'aménagement, 6,2 millions d'euros qui représentent à eux seuls 95% de votre budget environnement. Un aparté sur ce point, la présentation générale du rapport ne mentionne qu'un fléchage de 1,8 million d'euros pour ces espaces naturels sensibles. Naturellement, Monsieur le Vice-président Valois, nous nous interrogeons sur la destination des 4,4 millions d'euros restants de cette recette. Quoi qu'il en soit, le constat est clair. Le département n'investit pas sur ses propres ressources pour l'environnement, qui constitue pourtant le socle de tous les enjeux écologiques majeurs: qualité de l'air, de l'eau, de la biodiversité.
Le budget d'investissement dédié à l'adaptation du changement climatique n'est même plus au menu. Ce n'est plus qu'un souvenir. Malgré l'urgence, aucun signal fort, aucun sursaut n'est perceptible dans ce budget. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je vais intervenir sur la politique d'aménagement du territoire dans le cadre du budget des solidarités territoriales. Pour commencer, un point sur les aides départementales aux villages et bourgs et les projets territoriaux structurants. Vous nous aviez déjà prévenu lors de la présentation des appels à projets en décembre dernier que vous anticipiez un ralentissement. Effectivement, en tant que maire, je sais bien qu'on lance peu de grands projets un an avant les élections municipales, la plupart d'entre eux étant en fin de mandat soit livrés, soit déjà lancés. En commission, le vice-président Nicolas Ziegler nous a d'ailleurs indiqué, l'appel à projet se terminant le 31 mars, que les services départementaux avaient reçu 15% de dossiers en moins par rapport à 2024. Ce n'est pas étonnant. C'est donc une année particulière pour la politique d'aménagement du territoire. Nous en prenons acte. Nous avons appris également au cours de cette commission que la DVB voirie s'appliquerait désormais aux communes de moins de 4 500 habitants, alors que jusqu'ici, c'était celles de moins de 4 000 habitants qui étaient concernées. C'est positif. Sur la méthode, nous sommes toujours chagrinés par une logique de guichet qui permet peu d'anticiper sur les besoins à moyen et long terme, notamment sur le plan environnemental. Certes, il y a le bonus Nord durable, que nous ne négligeons pas, mais cela reste timide. Je vous ai déjà cité notre voisin du Pas-de-Calais qui a mis en place un pacte territorial très concerté. Je pourrais aussi vous rappeler les contrats de territoire conclus dans notre département sous une autre majorité. Certes, les maires sont contents, on accède à leurs demandes, mais comme vous veillez à l'endettement financier du département, nous pensons qu'il faudrait aussi veiller plus finement à notre dette environnementale. Comme nous devons modifier nos modes de consommation, nous savons que nous devons également changer nos façons de penser. L'aménagement du territoire qui passera par plus de mutualisation pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons budgétaires, puisque nous devons aussi veiller collectivement à l'optimisation et à l'efficacité des dépenses publiques. Par ailleurs, dans le même esprit, et je vous en ai déjà parlé en commission notamment, nous aimerions avoir un bilan de cette politique depuis le début du mandat, par arrondissement par exemple. Cela nous permettrait d'avoir une vision d'ensemble de la répartition et de la nature des projets soutenus par le département. Enfin, nous constatons que les grands projets initiés hier par Patrick Kanner et Didier Magnier sont toujours les grands projets d'aujourd'hui, très haut débit, Canal Seine-Nord Europe ou encore doublement du métro en aide à la métropole de Lille. C'était, de leur part, une démarche très volontariste, car ils étaient conscients des besoins structurants à long terme pour le territoire. On peut imaginer qu'il y a bien des sujets qui mériteraient un même travail de fond et une telle clairvoyance pour notre département aujourd'hui, qui est, comme vous aimez souvent le dire, Monsieur le Président, et à raison, un département hors norme. Celui-ci devra à l'avenir faire face à des défis qui seront eux aussi hors normes, tels que le changement climatique ou encore la gestion de l'eau, et pour lequel il faudra apporter des réponses en termes d'aménagement du territoire à la hauteur de ces enjeux. Je vous remercie de votre écoute. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc Monsieur le Vice-président, chers collègues, j'interviendrai sur le budget voirie et infrastructures de ce BP 2025. D'abord, et même si je n'étais pas encore parmi vous, je vous rappelle que nous avons voté, que vous avez voté en 2003, la trajectoire 2023-2028 de transition écologique et solidaire des infrastructures et des voiries départementales. Un document ambitieux pour ces délégations essentielles à notre territoire. Cependant, déjà à cette époque, il avait été demandé des précisions concernant les budgets sur lesquels la délibération devait s'appuyer pour lui garantir les moyens de ses ambitions. Nous souhaitions notamment savoir s'il était prévu un plan annuel d'investissement. C'est ce que nous ne voyons pas dans le budget de la délégation cette année. Si le budget de fonctionnement a peu bougé, passant de 9,4 millions cette année à 9,5 millions l'an dernier, l'investissement décroche, passant de 89,4 millions à 75,8 millions d'euros. C'est ce que nous avons vu sur le diaporama. Pour mémoire, je note donc peu de choses concernant le fonctionnement, mais tout de même, je veux pointer une présentation moins précise que les années précédentes qui détaillait les lignes dédiées à l'entretien, des réparations des véhicules lourds et surtout les ouvrages d'art. Est-ce à dire que les budgets sont reconduits pour 2024 ?
Par rapport à 2024, pardon. Au niveau de l'investissement, c'est essentiellement l'enveloppe dédiée à la préservation du patrimoine et des projets de développement local qui enregistrent la plus forte baisse, passant de 59,1 millions à 47,3 millions. Je note rien que pour renouveler les revêtements des chaussées départementales, une baisse de 5 millions d'euros entre 2 exercices. C'est beaucoup, car je suppose qu'il y a des besoins nombreux. Pour mémoire, l'année dernière, le budget voirie et infrastructure BP 2024 était de 99 millions d'euros pour 100,5 millions en 2023, avec notamment une baisse d'1 million, comme vous l'avez annoncé, comme vous l'avez dit, entre 2023 et 2024, due à la suspension provisoire de la politique volontariste du département de marquage des voiries départementales en agglomération. Dernier effet marquant que je retiendrai, l'inflation annuelle en 2024 s'établit à 2%, après 4,9 en 2023 et 5,2 en 2022. Pour conséquence, le prix des chantiers a donc beaucoup augmenté ces dernières années et on sait qu'à enveloppe égale et qui plus est en diminution régulière, ceci entraîne mécaniquement moins de réalisation. D'autant qu'il nous faut aussi adopter des techniques plus vertueuses pour tendre vers des routes durables, dont il est question dans la trajectoire 2023-2028, vraisemblablement plus coûteuse. De fait, pouvez-vous nous dire comment vous allez gérer cette situation? Y a-t-il des décalages de chantier? Sur quels critères? Vous avez, dans la présentation, j'ai eu en partie une réponse. Alors je pense particulièrement sur ce projet cher à mon prédécesseur, donc Julien Gauquel, celui du barreau de contournement de Capelle-la-Grande. Vous avez annoncé des poursuites techniques, des poursuites d'études techniques. J'ose le croire et j'ose vouloir le voir se réaliser un jour. Il est très attendu par les personnes du Dunkerquois. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président, nous savons qu'une majorité de nordistes hors agglomération est titulaire, tributaire de la voiture pour se déplacer quotidiennement. La sécurité ne peut être négligée. Je vous remercie pour votre écoute. Bien, merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président, j'ai donc prévu d'intervenir sur le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Le SDIS 59 ne fait pas l'objet, disons-le, dans votre document budgétaire de grand développement, mais il représente, comme chacun sait ici, un service public départemental majeur auquel nous sommes collectivement et solidement attachés sur nos territoires. Je souhaite d'ailleurs débuter mon intervention pour adresser un grand merci aux agents, pompiers professionnels et volontaires et personnels administratifs pour le travail quotidien qu'ils accomplissent au SDIS du Nord afin de porter secours à nos concitoyens et assurant leur sécurité, parfois au détriment d'ailleurs de la leur. Il s'agit, faut-il le rappeler, d'un service public sur lequel la population nordiste peut compter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute l'année et en tout point du territoire. Il ne se passe pas une semaine sans que nous soyons en lien direct avec eux pour des interventions sur nos cantons, sur nos communes. Nous pouvons nous féliciter d'avoir un service public performant, efficient, pour un coût financier, il faut le souligner, largement maîtrisé au regard de l'activité de plus en plus importante de nos centres d'incendie et de secours. En effet, notre territoire du Nord continue de se développer, comme chacun sait, se réindustrialise, les risques naturels et technologiques s'intensifient et les besoins d'accompagnement de notre population ne diminuent pas, compte tenu notamment du vieillissement de notre population. Il nous faut donc anticiper ces risques réels qui vont donc arriver sur nos territoires. Ainsi, en 2024, les pompiers du Nord ont procédé sur l'année à 172 000 interventions, soit 471 interventions par jour. Considérable. La question que l'on doit donc se poser est la question de l'efficience de notre service public. Le SDIS du Nord a-t-il les moyens de remplir ses missions sur nos territoires au regard des ressources qui lui sont allouées? Une évaluation fine et régulière de cette efficience doit être, de notre point de vue, menée régulièrement. Le département du Nord prévoit pour 2025 une contribution financière en fonctionnement au SDIS qui se chiffre à 101,5 millions d'euros contre 100,5 millions d'euros en 2024 et 99 millions pour 2023. À noter également une subvention d'investissement complémentaire de 2 millions d'euros, la bienvenue, afin de soutenir les investissements du SDIS en hausse de 11% prévue sur le budget 2025. La contribution départementale est donc effectivement en progression à hauteur de 1 million d'euros,
Une augmentation qu'il faut mettre toutefois en rapport avec l'inflation qui a galopé ces dernières années et que le SDIS 59 a dû absorber dans la préparation de son budget 2025, avec une hausse des dépenses de fonctionnement de 1,6%, inférieure toutefois aux prévisions d'inflation autour de 2% prévues pour 2025. Dans ce contexte se pose la question du niveau de financement du SDIS du Nord au regard de la charge d'activité et des missions qui lui sont demandées. Pour nous, et je crois pour nous tous, il n'est pas concevable de baisser la voilure et le niveau de service du SDIS 59. Nous sommes, vous le savez, en désaccord avec la refonte de l'aide médicale urgence et la décision de supprimer des véhicules légers infirmiers sur certains territoires nordistes, à Denain et Douai, pour être précis, ou déplacés, c'est également le cas sur le CIS de Gravelines. Il s'agit bien sûr à nos yeux d'un recul pour le service public de secours à la personne, car la réponse, inévitablement graduée, sera moins rapide, inexorablement. Nous sommes également interrogatifs sur la question des effectifs et demandeurs de chiffres précis, arrondissement par arrondissement. Le SDIS 59 est passé d'un volume de personnel permanent, SPP plus personnel administratif, technique et spécialisé, de 2728 agents en 2011 à 2571 agents en 2016, chiffre de la Chambre régionale des comptes, moins 5,7%, moins 157 postes, et donc à un effectif théorique de 2666 agents en 2025. Autrement dit, nous n'avons pas retrouvé encore, en 2024, le niveau d'effectif de 2011. Moins 2,2%, tout de même presque 15 ans après, malgré une activité qui a, je crois, largement augmenté. Le besoin de personnel se fait d'ailleurs ressentir dans certains CIS. La presse s'est fait récemment écho d'un mouvement social dans le sud du département, notamment dans les casernes d'Aumont, Maubeuge et de Gemont. Des organisations syndicales avancent un manque de 200 sapeurs-pompiers, 3 par centre de secours, soit 1 par équipe dans l'ensemble du département. Ce qui, évidemment, pourrait avoir un impact sur les conditions d'intervention et le service public rendu à la population, et ce, je répète, malgré le professionnalisme de nos sapeurs-pompiers. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce que je souhaitais souligner pour conclure mon intervention sur la gestion du SDIS 59, permettant d'assurer les missions de secours de 2 610 000 habitants. Je vous remercie.